merci à l'Harmattan, qui est la maison d'édition qui, un jour de 2005, m'a donné ma chance. C'est chez l'Harmattan que j'ai commis le premier livre dont j'espère qu'il augure d'une suite tout à fait consistante. Je suis Raoul Nkutu Nkwatiet, j'ai 40 ans, je vais sur mes 41, je suis déjà un vieux monsieur. Je suis né à Douala, au Cameroun. J'ai fait des études de sciences et de maths au lycée de New-Bel à Douala. Mes parents m'ont envoyé en France pour faire des études sérieuses de médecine. J'ai été appelé par ma destination, c'est-à-dire qui est celle de tenter d'apporter quelque chose à l'émergence d'une culture de la productivité, une culture qui nous sorte de la léthargie qui dure depuis beaucoup trop longtemps. Donc j'ai fait des études d'administration de Sciences Po, puis la Sorbonne, un doctorat de sociologie. Je suis sociologue du travail, que j'ai en quelque sorte laissé après le texte chez l'Harmattan, appelé de plus en plus puissamment par des questions de politique. Donc, ma première vocation, c'est vrai, mon métier de base, c'est sociologue du travail. Sur le plan purement scientifique, en toute rigueur, l'industrie du fast-food est une expérience de la modernité occidentale. Ou plus largement, de la société industrialisée avancée. Ces sociétés où les gens ont de moins en moins de temps à consacrer à la confection de leurs repas. Des sociétés où on consacre le plus gros du temps de la journée à une activité productive. Activité productive au sens de l'économie standard, c'est-à-dire une entreprise une activité qui participe à l'enrichissement, c'est-à-dire la production des richesses. Dans cette perspective, l'industrie du fast-food née aux États-Unis. Et ce n'est pas par hasard. La plus grande puissance industrielle du monde dans les années 50. À une époque où la société américaine entre dans une phase à la fois de maturité et de radicalité par rapport à la notion de richesse, à une définition radicalisée de ce que c'est que l'utilité. L'utilité en économie, c'est ce qui ajoute à la richesse, ce qui participe à l'enrichissement, à la productivité. Et dans ce contexte, à midi, c'est le moment décisif où le fast-food fait le gros de son chiffre d'affaires, le temps de la pause déjeuner est réduit à sa portion la plus minimale. Du coup, les gens sont appelés, presque obligés, d'aller manger sur le pouce, déjeuner sur le pouce. C'est dans ce contexte que l'industrie du fast-food est née aux États-Unis. La restauration en France, on sait ce que c'est. On prend l'alimentation très au sérieux ici. C'est au XVIIIe siècle, au milieu du XVIIIe siècle, que le concept de la restauration traditionnelle est né. En France, les bistrots, les cafés. Mais c'est aux États-Unis, et ce n'est pas par hasard, encore une fois, que c'est après la Seconde Guerre mondiale, au moment où les États-Unis dominent complètement l'univers à la fois de l'imagination et de la production, que le fast-food est né. Pourquoi ? Parce qu'on a pu importer dans ce art de la table, on a apporté, emprunté, parfois de façon explicite, très souvent de façon contingente. On s'est retrouvé avec des concepts, des principes productifs en vigueur dans l'industrie automobile. On les a importés dans l'industrie de la restauration. On dit industrie à partir du jour où le fondateur de McDonald's, qui est le paradigme de la restauration rapide, le fondateur de McDonald's a dit « Notre rôle est de produire à la chaîne de quoi manger ». Donc, rigoureusement, la restauration rapide peut donner très peu à notre expérience historique et sociologique à l'Afrique. Il revient aux élites africaines, tous investissements confondus, c'est-à-dire que ce soit de la politique, que ce soit de l'université, que ce soit de l'économie, d'investir, de pousser des générations et des générations de jeunes intellectuels africains à s'occuper de donner une définition, même très provisoire, de ce que l'homme africain est
quelles sont ses aspirations. Parce qu'on parle tout le temps de l'homme africain, c'est une sorte de boîte noire dans laquelle on enfouit les fantasmes. On n'a pas encore questionné, on n'a pas encore demandé aux sociétés africaines qu'est-ce qu'elles attendent d'elles-mêmes avant de demander aux autres soit de l'aider, soit de l'interpréter. Alors, qu'est-ce que votre question rappelle? Votre question rappelle que c'est vrai, le travail, l'acceptation du travail sociologiquement en Afrique est essentiellement labeur, est essentiellement peine, est essentiellement non-épanouissement. Est essentiellement domination. Le travail est arrivé dans le cortège des choses que le blanc a amenées chez nous. Le travail, c'est aller donner à quelque chose qui nous échappe. Administration, production économique, on ne sait pas sur quoi ça débouche. Ces sociétés-ci où nous sommes ont depuis des siècles, de très longs siècles, posé la question de savoir la finalité de l'homme, c'est quoi? Et ont apporté une série de réponses, parmi lesquelles l'homme est partagé anthropologiquement entre au moins deux choses. Il y a une part de soi qui est consacrée à la vita contemplativa, une aspiration de l'homme, une quête de l'homme à s'épanouir dans la contemplation, dans les questions qui, chez nous, semblent inutiles. Il y a une part de l'homme qui sait à construire, bâtir quelque chose. Construire sa maison, construire sa cité, construire son village, construire la cathédrale. Ça a été établi ici depuis longtemps et provisoirement ça tient pendant des siècles encore. Et c'est dans cette espèce de définition que s'insère l'investissement quotidien des millions et des millions d'hommes et de femmes dans ces sociétés qui construisent leur pays. Quand ils y vont au travail, ils n'ont pas l'impression, sauf dans des moments dans la journée naturelle, où on se demande qu'est-ce qu'on fait là. Sur le plan structurel, les gens vont au travail en se disant que je vais enrichir moi d'abord et la société ensuite. C'est dans cet environnement spirituel que s'insère la très haute productivité de ces sociétés. Un aspect fondamental est tout de même le contrat social, ou plus osé, le contrat moral que les uns et les autres, nous entre eux en Afrique, on n'a pas encore réglé cette question. Souvenez-vous, pour ce qui est du cas où nous sommes, le cas français, lors de la Révolution française, un pacte a été réglé, noué, entendu entre les citoyens français. La République a dit aux uns et aux autres, nous vous demandons votre travail. Vous devez au pays du travail. Vous devez donner votre contribution à la construction et à l'épanouissement de la société dans laquelle vous êtes né. Et cette société-là a votre endroit, un devoir. La société a le devoir de vous protéger, d'assurer votre sécurité, du point de vue sanitaire, du point de vue alimentaire. Il y a donc cette espèce de contrat qui habite chaque Français. Il suffit de les rencontrer. Quand le Français, ou l'Espagnol, ou l'Italien, ou le Japonais, c'est la société maturité, la société industrialisée s'appuie sur ce contrat, qui en Angleterre ou ailleurs n'est pas explicite. Mais en France, comme on aime ce qui est explicité, en France, ça a été explicité dans la Constitution de 1791. Vous devez donner votre travail à la société. Donc on peut venir vous chercher. Implicitement, on pourrait venir vous chercher de force à aller donner du travail. Et la société, elle, s'oblige à vous en donner. Voilà. Je voulais dire quoi? Je voulais dire que chez nous, en Afrique, il faudrait qu'on commence par dire aux uns, par se dire, puisque ça engage les uns et les autres, il faudrait qu'on commence par se dire que je n'appartiens pas à la société, je n'appartiens même pas à ma famille, je m'appartiens à moi. Le fruit de mon travail, en priorité, doit me revenir. Ce sont des jalons du libéralisme, qui, pour moi, n'est pas un gros mot. Je parle d'un point de vue philosophique et moral. Mon travail m'appartient. Ces retombées m'appartiennent d'abord. Ensuite, ces retombées peuvent aider la société à se consolider. Et, en passant, aider ma famille, puisque j'appartiens à une famille. Je n'ai pas choisi. La société non plus. Mais il faut établir clairement dans les consciences que lorsque vous allez au travail, vous allez donner quelque chose à votre propre épanouissement. Sur le plan le plus fondamental, anthropologiquement, vous n'êtes rien si vous ne travaillez pas. Évidemment que le travail n'est pas tout. Vous devez pouvoir aimer, vous devez pouvoir croire en Dieu si vous êtes un croyant. Mais si vous ne travaillez pas,
si vous n'apportez pas votre part à la constitution de la société dans laquelle vous êtes, qui a un aspect, une dimension physique, il faut qu'on voit que ça se passe. Vous êtes dans une sorte d'empêchement et donc dans une sorte de retrait. Il faut que nous établissions ça en Afrique de façon tout à fait explicite. Vous savez, ces 50 ans d'indépendance passée, dont nous célébrons le cinquantenaire cette année, il est généralement accepté par les Africains, beaucoup d'Africains, et par beaucoup de non-Africains que les Africains ne travaillent pas. Nous passons le temps plutôt à danser et quand on a du travail, on ne le prend pas à bras le corps. Qu'en pensez-vous? Quelle est la réalité de cela et qu'est-ce qui doit changer si cela est vrai? Votre question revient en quelque sorte au problème de la définition que je posais tout à l'heure. La définition du rapport au travail. Le travail en Afrique, pas dans toutes les Afriques, dans la partie de l'Afrique que nous connaissons le plus, le travail n'est pas une activité valorisante du point de vue social. Il y a quelques couches de la société, on pourrait dire les élites africaines, ont la chance ou le privilège de pouvoir donner de leur vie et de leur temps à un travail dont ils savent où vont les retombées. Qu'est-ce que ça apporte à leur enrichissement matériel, à leur épanouissement spirituel, quelles possibilités leur investissement de tous les jours au travail, quelles possibilités ce travail, cet investissement ouvre à leur descendance. Mais le plus gros des masses africaines est absorbé dans des activités qui leur permettent au mieux de survivre. Ce n'est pas des activités qui valorisent un homme ou une femme. Aller chercher de quoi juste manger pour pouvoir dormir et tenir debout le lendemain n'est pas quelque chose qui vous accapare, qui vous aspire sur le plan moral. Au contraire, vous considérez cette chose, cet investissement, comme quelque chose dont on pourrait se passer. Il suffirait que l'un de vos frères, que l'un de vos amis vous donne de quoi manger dans la journée pour que vous ne vous sentiez pas l'obligation d'aller faire ce qui ne vous permet que de vivre. Le travail engage et aspire et appelle puissamment les hommes et les femmes seulement dans le cas où ils se rendent compte que ce travail-là leur apporte quelque chose au fond, c'est-à-dire sur le plan fondamental, du point de vue de leur identité. Être, c'est en quelque sorte travailler, ici, dans cette société. Chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, être, c'est figurer, donner à sa famille, être aimé. Tout ça est très bien. Toutes ces choses-là sont extrêmement bien. Dans toutes les civilisations, on accorde une part extrêmement importante à l'affect, aux relations dans la société, au rapport au divin. Mais on considère que la base de l'appartenance sociale est la contribution au travail. C'est explicite. C'est un choix de civilisation, c'est une question de valeur. Mais la nôtre existe, notre rapport au travail existe, mais elle n'est pas explicitée. Elle est en creux, elle est étouffée par les puissances de la société qui sont celles de l'obligation à servir. Servir par exemple l'ordre familial, servir l'ordre villageois, servir la tribu, etc. À un niveau supérieur, on n'a pas encore jeté les jalons d'une définition constitutionnelle. Je ne dis pas constitutionnelle au sens du droit, je dis constitutionnelle au sens anthropologique. C'est-à-dire l'interrelation fixée pour un certain temps entre les hommes et les femmes qui sont obligés de vivre ensemble, qui le savent, mais qui essaient de rendre leur environnement vivable, c'est-à-dire périn, quelque chose qui va permettre à leurs enfants d'avoir un cadre au moins égal au leur. Chez nous, on vit essentiellement dans une société de contraintes. Travailler est contraint, travailler est souffrance. On n'a pas encore dit que travailler, c'est quelque chose qui vous ramène, par exemple, vous rapproche de vos ancêtres. Parce qu'eux ont construit la société dans laquelle on est né. On ne nous a pas encore dit. Ce qui est fixé dans la tête des gens, chez nous, et ça fait partie des conséquences non encore élucidées de la colonisation, c'est domination. Le travail chez nous est une sorte, non pas d'exhortation à donner le meilleur de soi, mais une sorte
d'injonction à sortir de ce qu'on est. Ce qu'on est en Afrique, on ne sait même pas très bien, mais on soupçonne que être en Afrique, c'est faire la fête. Ce qui est extrêmement insultant parce que ce n'est pas vrai. Mais puisqu'on n'a pas explicité à un niveau supérieur ce qu'on est, on subodore que être, c'est faire la fête ou être, c'est s'aimer. Mais partout, on s'aime. Et depuis toujours, on s'aime. Seulement, la couche, la dimension qui manque à notre définition collective, c'est pourquoi on va au travail. Tant qu'on n'a pas réglé la question de pourquoi on va au travail, il y aura tout le temps ce hiatus entre l'espérance d'avoir une société prospère et la réalité qui est des sociétés dépréciées, des sociétés de souffrance. Oui. Est-ce que finalement vous êtes d'accord avec ce que disait Sarkozy, le président Sarkozy récemment, en parlant des Africains qui n'étaient pas encore entrés dans l'histoire, parce que je pense qu'il faisait aussi allusion entre autres au travail, à l'implication de l'Africain dans la dimension du travail. Que c'est des gens qui sont encore dans des mouvements répétitifs, qui ne sont pas encore dans la réflexion, qui peuvent permettre justement aux Africains de voir, d'analyser les choses de manière économique pour rentrer dans le modernisme, dans la dimension économique telle que nous la connaissons aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que cette assertion va dans le sens de ce que vous dites? Votre question est très intéressante parce que cela signifie que le discours de Nicolas Sarkozy d'il y a 2 ans n'est toujours pas réglé. La question n'est pas réglée. Nicolas Sarkozy a envoyé à notre figure, à la figure de l'Afrique, une vérité terrible sur nous. Je n'ai pas dit que c'est la vérité objective, puisque la vérité objective n'existe pas. L'histoire est un concept. L'histoire telle que l'entendent les Européens et le président Sarkozy, qui n'a pas l'obligation d'exactitude sur le plan intellectuel, puisque c'est un homme d'État, il a dit ce que le responsable politique qu'il est entend du rapport qu'il entretient avec les Africains. L'histoire, c'est un concept, donc c'est les Européens qui se sentent la paternité du concept. Je ne sais pas s'ils ont raison, mais l'histoire telle que le monde aujourd'hui accepte ou rejette la pertinence, l'histoire est essentiellement une invention conceptuelle des Occidentaux. M. Mangako a parlé de Hegel tout à l'heure. Hegel est certainement l'auteur, il ne nous l'a pas dit le président Sarkozy, est certainement l'auteur sur lequel s'est appuyé le discours de Sarkozy. Que dit Hegel? Hegel dit, dans son texte fameux de la raison dans l'histoire, Hegel dit que les Africains sont enfoncés dans l'obscurité depuis la nuit des temps. Ils n'en sont même pas encore sortis. Alors, qu'est-ce qu'il entend par là? Il entend par là que des gens qui ne projettent pas leur devenir dans un lointain, même très lointain, ne sont pas de leur monde à eux, de leur spiritualité. Alors, est-ce que le président Sarkozy a raison? 2 choses. La première chose, c'est que sur le plan du rapport répétitif à la production, ça nous renvoie à notre ordre traditionnel. On n'a pas encore établi le cadre productif de la modernité industrialisée, c'est-à-dire de la rationalisation, de la projection, de l'exigence de rentabilité, etc. Du coup, il pense, je ne sais pas s'il pense, mais en tout cas, il entend, dit aux Africains que pour discuter d'égal à égal, c'est ce que j'ai entendu du discours de M. Sarkozy, pour discuter d'égal à égal avec eux qui sont à la fois nos donneurs d'ordre politique et nos soutiens financiers, pour discuter d'égal à égal avec eux, il faudrait que nous soyons en même de faire des plans longs sur 1 siècle. C'est ce qu'ils font. Le tunnel sous la Manche, c'est un pari, non pas seulement technologique, c'est un défi moral. C'est dire, les Anglais sont avec nous, nous sommes du même monde. Lorsqu'on a inventé Ferdinand de Lesseps, qui était un Français, lorsqu'il fait le canal de Suez, il engage l'Europe sur 1 siècle, à la fois sur le plan du rendement financier de l'affaire et sur le plan politique. Nous ne sommes pas en mesure, en Afrique francophone, en Afrique centrale, d'établir un pont entre le Gabon et le Cameroun, qui utilisent la même monnaie. Donc il faut comprendre qu'un chef d'État occidental qui voyage sur 6000 km vienne à Dakar, je ne lui fais aucun procès d'intention. Il regarde objectivement avec les moyens qui sont les siens. Ce n'est pas le plus grand intellectuel français, il est le chef d'État français. Il dit,
la modernité pour nous, l'histoire pour nous, ce n'est pas ce que vous faites. L'histoire, ce n'est pas confisquer le pouvoir et le céder à ses enfants. L'histoire, ce n'est pas administrer les entreprises comme on n'administrerait même pas une épicerie à Paris ou à Bruxelles. Donc moi, je vous réponds en disant que le discours de Nicolas Sarkozy nous a choqués, d'autant plus qu'il nous renvoie à la figure, la souffrance qui est la nôtre, quant à une définition de soi. Nous ne savons pas encore si nous sommes des modernes ou pas du tout. D'abord, qu'est-ce que c'est que la modernité? Nous ne savons pas. Alors que nous ressentons que nous sommes des hommes, évidemment. Nous ressentons, nous avons des rêves, évidemment. Mais tant qu'on n'a pas posé, et c'est pour ça que les éditeurs sont utiles à notre démarche de développement, tant que nous n'avons pas jeté par écrit, c'est-à-dire pour toujours, à destination de nos descendants, quelles sont nos acceptations des questions de valeur, parce que c'est des questions de valeur. Dire que nous sommes de l'histoire, c'est des valeurs. Ce n'est pas une donnée physique de dire que nous sommes de l'histoire. C'est des procédés conceptuels. C'est dire, nous ne sommes pas seulement des tubes digestifs. Nous avons un avenir et nous entendons le définir. C'est ça que ça veut dire.